J'étais enceinte de 6 mois quand la vérité est tombée sur le plan de travail en porcelaine, comme une assiette qu'on laisse choir par mégarde, une chose banale, et puis tout s'effondre. J'écrivais une note pour le dîner, rien de plus qu'une liste de courses et quelques instructions sur la cuisson. Il faisait frais dans la cuisine de notre maison de Palo Alto. La lumière du soir passait à travers les hautes fenêtres et colorait en or les tasses posées sur l'égouttoir. Richard se tenait derrière moi, immobile comme il avait appris à l'être, les doigts entrelacés derrière le dos, regardant par-dessus mon épaule. Habituellement, il lisait sur mes lèvres. C'était pour nous un tic devenu tendre, un rituel silencieux qui me rappelait combien la vie pouvait être simple quand tout était tacitement compris. Ce soir-là, il prit la note, juste un geste routinier, et puis il parla. Sa voix était la même que je connaissais depuis des années, basse, calibrée, un peu sèche quand il était concentré. Le son remplit la pièce comme une main froide sur mon cœur. « Tu pourrais mettre plus d'ail, » dit-il. La feuille glissa de ses mains. Elle tomba sur le carrelage et resta là, pliée, comme si le mot écrit pouvait retenir quelque chose d'inexplicable. L'air se figea. Je regardai la feuille, puis lui, et pour un instant je crus que mes oreilles me trahissaient. Je la ramassai d'un geste mécanique, comme si toucher le papier pouvait ramener la normalité. Ses yeux ne me quittaient pas. Il ne faisait aucun signe. Il avait juste parlé. Et tout ce que je croyais sûr depuis des années, son silence, notre mode de vivre ensemble, mes sacrifices, se trouva exposé à la lumière crue d'une vérité que je n'avais pas vue venir. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment cette révélation a transformé toute une famille. Je raconte cela maintenant avec des années d'écart. Il y a des choses que le temps apaise, l'intensité des peurs, la douleur pure des premiers jours. Mais la mémoire du bruit d'une voix au milieu du silence, de la feuille qui tombe, reste nette comme une cicatrice que l'on ne guérit jamais complètement. Ce que je vais vous dire ensuite, c'est comment ce petit mensonge, la prétendue surdité d'un homme qui était en réalité un milliardaire aux prises avec sa peur, a redessiné ma vie, nos rapports et l'avenir de nos enfants. Je reviens en arrière. Je dois vous expliquer d'où venait ce silence qui m'a semblé au départ une grâce. Sans comprendre le contexte, ma solitude, la pression qui pesait sur moi, la présence insistante de ma mère et les manœuvres subtiles de Dorothy, vous ne saisirez pas combien tout cela était construit, pièce par pièce. J'avais 32 ans quand ma mère a décidé que ma vie devait cesser d'être une série de promesses intangibles. J'avais un travail que j'aimais, des projets modestes, un petit appartement rempli de livres et de plantes qui mouraient et renaissaient au rythme de mes absences. Ma carrière n'était pas spectaculaire. Je donnais des cours, je corrigeais des manuscrits, j'avais des amitiés solides. Et pourtant, dans le regard de ma mère, une fille de son époque, convaincue que la stabilité se mesurait au nom sur la sonnette et au fait de produire des petits-enfants, ma existence restait incomplète. C'est elle qui a arrangé la rencontre. Elle connaissait Dorothy, la mère de Richard, d'un cercle de charité et de dîner où les conversations tournaient autour d'art contemporain et d'actions en bourse. Dorothy était grande, impeccable, une femme qui avait appris très tôt à plier le monde à son image. Elle avait repéré Richard longtemps avant moi, dans des salons, des colloques technologiques, et elle l'avait vu comme une alliée idéale, brillant, réservé, riche au-delà de ce que les gens ordinaires imaginent. Richard était déjà propriétaire de maisons et d'actions. On parlait, dans des murmures, d'une entreprise qui allait entrer en bourse, d'options, de dirigeants qui se détachaient pour créer des empires. Apparemment, sa fortune n'était pas un chiffre que l'on jetait à la légère. Je n'ai jamais su combien exactement. Certains détails précis restent indéfinis. Mais la maison était là, large et silencieuse, avec un petit jardin anglais et un panneau discret pour le personnel côté allée. Sa voiture, garée sous les pins, était une machine qu'on n'achète pas sans avoir un compte dans une banque qui envoie des invitations. Les vêtements qu'il portait semblaient avoir été construits sur mesure pour effacer tout signe de faiblesse. C'est un homme qui, sur le registre des apparences, n'avait rien à prouver. C'est peut-être pour ça qu'il a choisi de jouer le rôle de l'homme qui n'entend pas. Il avait ce mystère, il lit sur les lèvres, disait-on, avec une admiration polie. Il y avait une distance qui m'a attirée autant qu'elle m'a déconcertée. Lors de notre premier dîner, un rendez-vous organisé dans un restaurant discret, table près de la fenêtre, bougie, il n'a pas beaucoup parlé. Il souriait, regardait mes lèvres, hochait légèrement la tête.
J'ai pensé qu'il était réservé, peut-être timide, et j'ai aimé cette idée d'un homme différent des prétendants qui riaient trop fort et parlaient encore plus fort. Dorothy était présente indirectement dans ces premiers temps. Elle arrivait parfois après nos rencontres, avec des gâteaux, des compliments soigneusement choisis. Ma mère, elle, voyait en lui la garantie d'un avenir sans contrainte. Elles parlaient toutes deux d'un avenir à deux voies, des réceptions, des voyages, des dîners pour lesquels on commandait des fleurs plus rares que nos conversations. Personne, à l'époque, ne m'a dit qu'il s'agissait d'un arrangement social savamment construit. On m'a présenté une option, une solution à ma solitude. J'ai accepté parce que j'étais fatiguée de me battre contre une machine dont je n'étais pas sûre des règles. Les premières semaines furent une succession de gestes tendres et d'adaptations. Richard m'apprit, avec une patience de professeur, à utiliser des signes élémentaires. Nous avons commencé par les mots nécessaires: manger, dormir, aimer. L'apprentissage était un rituel, des livres sur la table du salon, des cahiers griffonnés, des vidéos que je regardais tard le soir avec un plateau de thé froid. Ce n'était pas seulement la langue des signes, c'était un code qui me liait à lui. Quand il voulait me dire quelque chose, il levait une main, dessinait une lettre dans l'air. J'ai appris à lire la courbe de ses doigts comme d'autres lisent une partition. Il y avait de l'intimité dans cette communication muette. Je me suis accrochée à cette intimité comme à une bouée, convaincue que bâtir un monde silencieux serait plus sûr, plus intime, plus à nous. Peu à peu, ma vie a commencé à changer. J'ai ralenti le rythme, j'ai dit à mon employeur que je réduisais mes heures. Ce n'était pas un sacrifice dramatique au début, c'était une traduction pragmatique d'un désir, celui d'entrer dans une famille. Nous nous sommes installés dans sa maison, j'ai déplacé mes plantes dans un coin du jardin. Les soirées se déroulaient souvent sous la surveillance attentive de Dorothy, qui, sans ciller, me conseillait sur la manière de présenter un plat, sur ce qu'il convenait de dire et ne pas dire, même en silence. Les remarques de ma mère, qui me visitait souvent, se faisaient plus pointues. « Tu dois être douce, Margaret, tu dois être discrète. Les hommes comme lui appréciaient la stabilité. » Le mariage fut intime, presque secret. Nous sommes partis un week-end à Napa Valley, une cérémonie simple, un vin exceptionnel, des parents qui applaudissaient comme s'ils avaient signé un chèque à l'avenir. Il m'a demandé de l'épouser sur une plage en me glissant une bague que je pensais faite pour moi. Il a fait un signe que j'avais appris à reconnaître pour oui. J'ai dit oui de la même façon. Après, nous avons ri en silence pendant un long moment, une complicité qui m'a paru profonde et irréversible. La grossesse est venue comme une évidence et comme une obligation convenue. Je voulais un enfant, on m'a dit que c'était aussi une chose qui cimenterait notre couple. J'ai senti mon corps changer. La nuit où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai pleuré sans vraiment savoir pourquoi, un mélange d'épuisement et d'un bonheur fragile. J'ai laissé tomber des choses, projets, soirées, en croyant que j'étais en train de bâtir quelque chose de plus grand. Il y a des concessions que l'on fait en croyant qu'elles sont partagées et d'autres que l'on offre en pensant qu'elles sont des dents. J'ai fait les deux. Et pourtant, il y avait déjà des signes, des petites incohérences sur lesquelles je n'ai pas voulu m'attarder. Une fois ou deux, j'ai surpris un sourire auquel je n'avais pas droit, un échange de regards entre lui et Dorothy que je n'ai pas compris immédiatement. Parfois, il mettait une main sur mon ventre et restait distant, comme si le geste lui était étranger. J'attribuais ces distances à la réserve d'un homme puissant qui ne savait pas comment exprimer la tendresse que les autres attendent. Qui n'aurait pas cherché des explications plus douces? Pendant ce temps, la réputation sociale de Richard grandissait. On parlait de son entreprise, d'une levée de fonds, puis de la possibilité d'une entrée en bourse. La maison se remplissait de gens polis et brillants, des conversations sur le futur, des dîners où l'on buvait des vins dont les noms m'échappaient. Dorothy organisait ces événements avec la précision d'une générale. Ma mère y puisait une sorte de confirmation. J'avais fait le bon choix. On nous photographiait parfois, elle et moi, en robe, souriante, et l'on me félicitait pour mon calme convenable. La richesse, invisible dans la plupart de mes jours tranquilles, devenait une composante de notre identité publique. Elle me protégeait et me confinait à la fois. Elle donnait à Richard une marge d'action que peu de gens pouvaient permettre.
Puis je suis revenue au présent, à la cuisine, à la note qui traînait à mes pieds. Lorsque la voix a coupé l'espace muet, tout ce qui avait été tissé autour de moi s'est révélé être un décor et non une vérité. Je suis sortie de la maison ce soir-là. Je n'ai pas pris les affaires. Je suis partie avec mon sac à main, mes clés, une enveloppe d'échantillons de tissu que j'avais acheté pour la chambre de l'enfant et un sentiment d'irréalité. Catherine, ma sœur, m'a ouvert sa porte et m'a offert un canapé, un thé et une résistance à la formule simple « tu dois rester » que tant d'amis m'avaient soufflé depuis des années. Catherine était une ancre, moins naïve que ma mère, plus franche. Elle a posé des questions que je n'avais pas envie d'entendre, mais qui me semblaient nécessaires. « Pourquoi ferait-il ça » a-t-elle demandé. Je n'avais pas de réponse prête, seulement des morceaux d'un puzzle. J'ai commencé par couper l'accès. J'ai ignoré les appels. Il y en a eu des tonnes, évidemment. Des numéros privés, des messages sur notre ligne domestique, des emails soigneusement rédigés qui commençaient par « Je suis désolé » et finissaient souvent par des propositions pratiques. Je paierai. Je veux qu'on discute. Pour l'enfant. L'argent, lorsque vous avez entendu milliardaire au moins une fois lors d'un dîner, a une voix. Elle est douce, persuasive, et elle prétend être une solution. Mon premier réflexe fut de refuser. L'argent ne change pas la nature d'une trahison. Vous ne rendez pas l'invisible visible avec des billets. J'ai brûlé des lettres, pas toutes, pas de façon dramatique, juste assez pour sentir la chaleur sur mes doigts et voir les cendres s'envoler. C'était symbolique. Peu de choses dans cette vie ne se résolvent par une petite cérémonie pyrotechnique. Mais j'avais besoin d'un geste, d'un acte physique pour transformer l'abstraction de ma douleur en quelque chose de tangible. Brett, notre livre de recettes familiales, est resté intact. Les recettes ne trahissent pas, mais elles ne réparent pas non plus. La période qui a suivi a été faite de silences agressifs et de conversations tues. J'ai vécu chez Catherine pendant quelques semaines, puis retourné par intermittence à la maison pour récupérer des affaires, organiser des rendez-vous médicaux prénataux, signer des papiers administratifs, car la réalité moderne n'attend pas qu'on guérisse. La grossesse, avec son urgence biologique, impose une temporalité. Il y a des rendez-vous chez le gynécologue qui ne se déplacent pas, des échographies avec des images floues qui deviennent des visages potentiels. Vous pensez parfois au pire scénario et vous réalisez que vos peurs n'ont pas le luxe d'attendre. Catherine a insisté pour une thérapie. Elle connaissait quelqu'un, la docteure Patricia Chen, une thérapeute de couple aux manières calmes et aux yeux qui semblent toujours mesurer la profondeur du silence. J'étais sceptique. Thérapie signifiait se confronter non seulement à Richard, mais à la part de moi qui avait cru qu'un monde silencieux était la promesse de la sécurité. Mais je suis allée à la première séance parce que j'avais besoin d'un cadre, d'un espace où poser les choses sans que la famille ne les politise ou que Dorothy ne les transforme en questions d'honneur. La première séance avec Patricia s'est tenue dans un bureau aux murs neutres, des plantes vertes qui semblaient presque médicales, un fauteuil pour lui, un fauteuil pour moi et une table basse qui gardait à portée de main des mouchoirs. Richard est venu, il avait l'air plus usé que je ne me l'attendais. La façade bien coupée des soirées était remplacée par une fatigue réelle. Il ne fit pas de grands gestes, ne leva pas la voix non plus. Il a parlé, pour la première fois depuis la chute de la feuille, comme il rendait compte d'un acte mal commis. Patricia a posé la question qui allait devenir un pivot dans mes pensées. L'aimiez-vous pour l'homme réel ou pour l'idée qu'il représentait ? Elle n'a pas pointé du doigt, elle a simplement formulé la question comme un instrument qui coupe net. Richard a d'abord tenté d'esquiver, il a expliqué d'une voix sobre que ce n'était pas un plan conçu pour blesser, mais un moyen, lâche, de gérer sa peur des bavardages, du surplomb des mots. Il a parlé d'une stratégie qu'il avait employée pour filtrer, pour rendre possible une relation avec une personne qui accepterait sa manière d'être. Il a dit « J'étais terrorisé par la vulnérabilité », et son aveu sonnait comme une confession d'enfant plutôt que d'homme. Il a reconnu qu'il savait parfaitement ce qu'il faisait. Il a dit qu'il avait choisi de simuler la sourdité pour voir qui resterait. Mais il n'a pas dit « je mérite votre pardon ». Il a dit « j'ai menti ». Et cela pour moi était une phrase plus lourde que n'importe quelle explication circonstanciée.
Patricia nous a demandé de parler de ce que ce mensonge avait coûté. J'ai parlé de mes nuits où je me réveillais en suaire, des rêves où je cherchais une voix que tout le monde entendait, sauf moi. Du poids de la langue des signes qui m'avait paru, au fil des années, être une nouvelle forme d'identité. J'ai dit que j'avais renoncé à mon travail petit à petit, pas par contrainte formelle, mais parce que je pensais que ma place était auprès de lui. J'ai décrit la sensation de voir ma vie déplacée dans un vaste salon, décoré pour que tout brille, sauf le cœur. Il y a des moments en thérapie où la vérité, une fois dite, fait davantage de dégâts. D'autres fois, elle commence la réparation. Richard a pleuré. Ce n'était pas un spectacle, c'était un relâchement. Il a nommé la peur. Peur de ne pas être choisi pour ce qu'il était, peur d'être observé, peur d'être jugé. Il a dit que Dorothy, d'une certaine façon, avait encouragé son retrait, qu'elle voyait dans son silence une forme de distinction, comme si l'apparente fragilité le rendait plus précieux aux yeux des amis et du monde. Ma mère, complice dans l'ombre, avait aussi trouvé des raisons de pousser à ce mode de vie. Un mariage, une maison, un statut. Elles avaient pensé faire ce qu'il fallait dans leur grille de valeurs. Mais penser faire le bien ne rend pas immunisé contre le mal que l'on cause. Patricia n'a pas cherché à calmer d'un mot magique. Elle a posé des questions nettes, parfois triviales, et elle a insisté sur l'idée que la responsabilité était la première étape. La responsabilité ne vous sauve pas, a-t-elle dit. Elle vous rend peut-être capable d'être honnête. Richard a accepté de cesser de prétendre à la surdité. Il a accepté de se soumettre à des exercices d'écoute supervisée, à des sessions où il devrait parler et écouter. Il a accepté de laisser tomber la langue des signes comme seul canal. Il a promis, en présence de Patricia, d'être transparent sur ses craintes et ses stratégies. Une promesse en face d'un tiers peut avoir autant de poids qu'un papier, mais ce papier-là n'efface pas les années. Je n'ai pas dit oui immédiatement. La trahison avait bouleversé mon rapport à la sécurité. Chaque geste de sa part pouvait être interprété comme une tentative de réhabilitation, un geste pour masquer plutôt que pour réparer. J'ai posé des conditions simples. Pas d'argent comme compromis, pas d'isolement social, temps et espace pour décider. Il a hoché la tête. Il m'a demandé d'un regard muet si je pourrais un jour l'entendre et écouter autrement. J'ai répondu sans y croire vraiment, peut-être, mais pas aujourd'hui. Nous avons quitté la séance sans conclusion limpide. Sur le chemin du retour, l'air était froid et j'ai pris la main de Catherine qui tenait le volant, comme si serrer quelque chose pouvait arrêter le monde qui tournait. À l'époque, je ne savais pas combien de fois nous reviendrions sur cette question, ni combien d'efforts seraient vraiment consentis. Je ne savais pas si la naissance nous rapprocherait ou nous éloignerait. Je savais seulement que je me tenais à un carrefour. L'un menait à la reconstruction possible, mais longue et fragile. L'autre à la rupture, avec la certitude d'une liberté sans cette ambivalence. Il y avait une réalité pratique que je ne pouvais ignorer. Un enfant arrivait bientôt. Le bébé, qui n'avait rien demandé, se tenait au milieu de ses décisions comme une promesse future. Rien n'imposait que la résolution vienne avant la naissance, mais tout me poussait à imaginer le visage de cet enfant, son premier cri et la main qui le tiendrait. Richard, malgré sa faute, était le père biologique. Cette vérité n'absorbait pas la douleur, mais elle compliquait les choix. Qu'est-ce qu'on fait quand l'amour et la trahison s'en mêlent dans le même berceau? Je suis retournée à la maison, une nuit, seule, pour récupérer un dossier médical. La maison semblait plus grande et plus vide. La chambre que j'avais commencé à peindre en bleu clair me regardait comme un témoin silencieux. Sur la table de nuit, une petite boîte contenant des morceaux de ruban et des notes que j'avais écrites pour calmer mes angoisses restait ouverte. J'ai pris la boîte, j'ai senti le tissu doux d'un ruban et je me suis effondrée sur le lit en me demandant si un jour je pourrais écouter sa voix sans que celle-ci me fasse saigner. Il y a des décisions qui ne se prennent pas dans l'instant, mais qui commencent par un pas. Ce soir-là, mon pas a été de retourner lentement dans la pièce où notre histoire avait commencé et de mettre une chandelle sur la table.
Je voulais voir la lumière danser sur les murs et savoir, même pour un instant, qu'il y avait encore une part de beauté possible. J'ai allumé la musique, une mélodie que j'aimais, et je me suis rappelé que la vie est constituée d'instants à la fois cruels et magnifiques. J'ai fermé les yeux, et pour la première fois depuis la nuit de la feuille, je me suis demandé non pas ce que Richard avait fait, mais ce que j'étais prête à accepter de reconstruire. La chandelle a brûlé jusqu'au bout. Je me souviens des dernières gouttes de cire qui coulaient, comme de petites décisions qui tombent et se figent. Ce soir-là, j'ai fait le premier pas tangible vers quelque chose qui ne s'appelait pas encore pardon, mais qui n'était pas non plus uniquement rupture. Je suis repartie voir Patricia. Nous avons établi des règles. Transparence, pas d'isolement, pas d'échappatoire financière comme condition unique pour réparer. J'ai posé mes limites aussi clairement que j'ai pu. J'exigeais du temps, des preuves répétées d'honnêteté, la fin de toute mise en scène. Il a accepté, sur le papier et en parole. Les semaines qui suivirent furent horizontales et longues. Je me souviens des matins où je sortais de chez Catherine pour aller aux consultations prénatales, seule, puis revenir avec des sacs de courses et le silence autour. Richard respectait les conditions. Il ne débarquait pas à la porte sans prévenir, il ne cherchait pas à m'envelopper de cadeaux. Il a cependant demandé la permission d'assister à certaines séances avec Patricia et parfois d'en superviser d'autres. Sa demande ne me plaisait pas toujours. Je voyais la manipulation potentielle dans l'idée qu'il puisse contrôler le moment où il exposerait sa vulnérabilité. Mais Patricia proposa un cadre, une session de médiation toutes les 2 semaines, des exercices d'écoute à la maison et surtout un engagement écrit de ne plus prétendre à la surdité. C'était étrange de l'écrire, mettre sur une feuille qu'on renonce à une tromperie. Pour lui, ce fut comme perdre une coutume de confort. Pour moi, c'était retrouver une partie de la réalité que j'avais apprise à habiter autrement. Nous avons commencé par des exercices simples. Il devait raconter sa journée à voix haute. Au début, ses phrases étaient brèves, comme si ses cordes vocales ne savaient plus tout à fait comment former le son d'un quotidien banal. Il lisait parfois sur mes lèvres pour vérifier l'intonation, un tic ancien, difficile à perdre. Mais il travaillait. Il suivait des séances individuelles aussi, où il explorait la peur de la vulnérabilité, la honte d'être jugé et la logique froide de son calcul. Patricia appelait cela « décoder la stratégie ». Il ne s'agissait pas d'excuser, il s'agissait d'observer et de comprendre comment une décision avait été mise en place. Comprendre, et j'appris, ne signifie pas pardonner d'emblée. Pendant ce temps, les signes extérieurs de sa réussite professionnelle ne se sont pas éteints. L'entreprise pour laquelle il avait travaillé, puis qu'il avait cofondée et développée, est entrée en bourse. Dans les cercles où je l'entendais évoquer, on parlait de valorisation, d'options, d'un mouvement qui avait transformé des fondateurs en personnes d'une autre échelle sociale. Après l'IPO, il est devenu ce que mes voisins et certains journalistes appelaient milliardaire. Indéfini quant aux chiffres exacts, mais clair dans ses manifestations. Une maison encore plus soignée, un personnel renforcé, des invitations dans des clubs privés, des usages du monde où la plupart d'entre nous ne passons que rarement la porte. Sa richesse nous entourait comme un halo, protecteur et aliénant à la fois. Elle rendait certaines ruptures plus compliquées et certaines réconciliations plus fragiles. La grippe d'une vie sociale sur notre intimité resta flagrante. Dorothy continuait d'organiser des dîners et de surveiller la tenue de la maison comme si tout le théâtre social devait rester parfait même après la catastrophe. Elle a essayé, maladroitement, de faire des gestes de réconfort. Ma mère, pour sa part, a oscillé entre la culpabilité et la dénégation. Les femmes de ma famille se trouvaient désormais face à leurs propres responsabilités dans cette mise en scène. Je n'étais pas la seule qui avait été placée d'une certaine façon sur un chemin déjà tracé. Elles ont parlé, pleuré, et à leur manière ont commencé une forme de réparation. Dorothy fit, à sa façon, des pas vers la remise en cause. Ce n'étaient pas des excuses immédiates, plutôt des retours sur des conversations antérieures où l'on comprenait que ce qui avait été pensé comme protection sociale avait été en réalité une contrainte. Leur culpabilité était lourde, mais elle a fini par se transformer en geste concret. Elle a cessé d'organiser certaines soirées, a laissé de l'espace, a suivi elle-même des séances de conseil familial. Ce n'était pas la même chose qu'un aveu spectaculaire, c'était meilleur ou pire, selon le point de vue, une lente reconnaissance.
Les mois ont coulé. J'ai appris à lire la fatigue sur le visage de Richard. Les sessions avec Patricia se sont espacées, mais n'ont jamais vraiment cessé. Nous avions des règles pratiques. Communication écrite en complément, smartphone partagé pour les points rapides, un cahier où nous laissions des mots sur notre journée sans les masquer par une politesse trop vite retrouvée. Il y eut des rechutes, une phrase murmurée que j'ai perçue comme une tentative de minimisation, un regard revenu vers Dorothy lors d'un dîner familial, et il y eut des progrès. Il a assisté à une échographie et a pleuré pour la première fois à voix haute en disant le nom possible de notre fille. Ce nom, nous l'avions choisi ensemble, dans un échange d'écrits timides, puis de paroles graves. La naissance de Claire, c'est le moment pivot que je n'oublierai jamais. C'était un matin d'automne, j'avais 40 semaines et un désir confus que tout se termine et que quelque chose de réel commence. La salle d'accouchement avait des murs blancs et l'odeur familière d'un hôpital. J'avais Catherine à mes côtés, ma mère attendant dans le couloir, et Richard, maladroit dans sa tenue, qui tenait non pas la main de Dorothy, qui lui était éloignée selon nos accords, mais un petit cahier où il avait griffonné des choses qu'il avait peur d'oublier. Il avait promis de rester présent, physiquement et verbalement, et il l'était. Quand Claire a crié pour la première fois, j'ai entendu plusieurs sons en même temps, le cri aigu et vital du bébé, un sanglot étouffé qui venait d'une chaise près du mur, la voix de l'infirmière qui annonçait le poids, la date, le monde qui recommence. Richard a dit quelque chose à voix très haute en regardant notre fille. Les mots n'étaient pas parfaits, ils ne l'étaient jamais. Il a dit « Je suis là ». Sa main tremblait quand il a pris Claire, et pour la première fois depuis le soir de la note, je ne me suis pas sentie volée de la vérité. J'ai vu, net, un homme qui tremblait devant la fragilité de l'être humain, sans masque possible, sans stratégie. Il pleurait, mais ce n'étaient pas des larmes de calcul. C'étaient des larmes d'un homme qui découvrait la paternité. Il a parlé à voix haute, tendrement, nommant la petite, expliquant d'une phrase brève et maladroite qu'il avait peur, mais qu'il voulait apprendre. Il a tenu sa fille comme s'il allait lui apprendre la vérité du monde, sans artifice. Cette image, lui qui tient Claire et dit qu'il veut apprendre, m'a frappé d'un coup. Je ne l'ai pas interprété immédiatement comme une rédemption totale. J'ai senti une visibilité. Voilà l'homme sans artifice. Cette vision m'a permis de voir qu'il existait un homme qui n'était pas la supercherie qu'il avait créée. Ce constat ne résolvait rien d'un coup, mais il a ouvert un champ de possibles. La naissance nous a obligés à être pragmatiques. Qui allait garder l'enfant, comment nous organiser, quelles lignes nous ne franchirions plus. Nous avons établi des règles plus strictes. Pas de secret, pas d'interprète permanent, pas d'exclusion des autres adultes de la famille sans mon accord explicite. Claire a grandi dans une maison où la parole revenait progressivement. Au début, tout était hésitation. Je prenais soin d'elle seule la plupart du temps, parce que la douleur était encore fraîche et que la confiance devait se gagner dans des actes. Mais Richard a aussi été présent, de façon concrète. Il a suivi des cours de parentalité, s'est levé la nuit quand j'en avais besoin, a lu des livres sur le développement de l'enfant et il a essayé d'écouter quand je décrivais mes peurs. Parfois, sa présence était maladroite. Il confondait un pleur avec une excuse. Il interprétait un besoin de calme comme une critique. Mais il essayait, et l'effort en lui-même comptait. Les années ont filé. 18 mois, 3 ans, 5 ans. Nous avons eu un second enfant, James, 2 ans après Claire. Sa naissance n'a pas été un instrument de réparation. Elle a juste ajouté une nouvelle réalité à gérer. Pour moi, ce deuxième enfant n'était pas une chance de recommencer à zéro, c'était une promesse logistique, une complexité supplémentaire. Richard s'est engagé, ou du moins il l'a souhaité. Il est devenu, petit à petit, un père qui parle, qui demande pardon et qui aide à mettre la table. Mais il n'a pas transformé son mensonge en vertu. Il a travaillé et reconnu ses fautes publiquement dans notre cercle intime, pas dans un meeting. Le rôle de Dorothy fut, au fil des ans, une source de tension et de lente transformation. Elle n'a jamais dit « je suis entièrement fautive ». Elle a dit des choses plus lentes. Je n'ai pas compris les conséquences. Parfois elle a fait marche arrière, parfois elle s'est approchée.
Sa distance envers nous s'est accrue d'abord, puis modérément diminuée. Elle a suivi une forme de counseling familial, non pas pour effacer ce qu'elle avait fait, mais pour regarder ses motifs. Ma mère, elle, est devenue plus douce. Elle a pleuré devant moi, plus d'une fois, pour ce qu'elle m'avait imposé sous couvert d'un bienfait. Ses aveux n'ont pas effacé la trahison initiale, mais ils ont réduit la dissonance globale de l'histoire familiale. La reconstruction fut lente et jamais linéaire. Il y eut des années où j'aurais voulu partir. Il y eut aussi des saisons où je me surpris à remercier mes enfants de m'avoir obligé à rester, pour des raisons qui n'étaient pas romantisées mais matérielles, les devoirs, les rendez-vous médicaux, les dimanches en famille. J'ai appris que la présence d'enfants crée une temporisation dans les décisions, et que cette temporisation est à la fois une prison et un espace de recomposition. J'ai aussi compris que pour certaines personnes, vivre avec l'ambivalence était un choix quotidien, pas une faiblesse, mais une manière de tenir compte du réel. Au cabinet de Patricia, les séances ont continué, parfois espacées, parfois plus proches, mais toujours nécessaires. Il y eut une session, environ 3 ans après la naissance de Claire, qui resta marquante pour moi. Patricia nous a demandé de revenir à la question essentielle qu'elle avait posée la première fois. L'aimiez-vous pour l'homme réel ou pour l'idée qu'il représentait? Cette fois, la question était tournée vers nous deux, séparément. J'ai répondu honnêtement. J'avais aimé une image aussi bien qu'un homme. J'avais aimé la douceur d'un monde silencieux que je croyais protecteur. J'avais aimé la stabilité promise par la richesse et par le réseau. Mais j'ai aussi dit, à voix haute, que j'avais fini par aimer cet homme réel pour ce qu'il devenait quand il acceptait d'être vulnérable. Richard, de son côté, a dit que ce qui l'avait poussé à simuler la surdité était un mécanisme d'évitement, une manière de contrôler qui l'approchait, de réduire le monde à des gestes plus sûrs. Dire cela fut humiliant pour lui, libérateur pour lui et nécessaire pour tous les deux. Patricia nous a demandé ensuite d'énumérer les gestes concrets qui montreraient un changement durable. Nous avons listé dialogues hebdomadaires, transparence sur les déplacements professionnels, participation aux routines parentales, renoncement public à la mise en scène de sa prétendue différence, et nous avons ajouté une clause personnelle. En cas de doute, consultez entière. Ce travail nous a permis, au fil des ans, d'apprendre à parler. Cela ne veut pas dire que tout est parfait aujourd'hui. Il y a des blessures qui restent sensibles. La moindre remarque sur ma capacité à encore choisir peut me replonger dans la colère d'avant. Il y a des jours où je refuse ces gestes, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que je les juge insuffisants face aux années perdues. J'ai parfois le désir brutal de réapprendre ma vie sans lui. Mais j'ai aussi honnêtement connu des élans d'affection sincère, parfois même de la gratitude pour l'homme qu'il est devenu quand il a choisi, lentement, souvent contre lui-même, d'être présent. L'un des épisodes les plus publics, si on peut dire, fut lorsque Richard, après l'IPO, a été sollicité pour des entretiens sur son parcours. J'étais ambivalente sur sa présence publique. Sa richesse donnait à ses paroles une audience que je ne souhaitais pas instrumentaliser. Il a choisi alors de parler de la paternité dans une interview où il a été explicite. Il a dit qu'il avait fait des erreurs graves dans sa vie personnelle, qu'il avait mis en place des mécanismes pour ne pas être vulnérable et qu'il regrettait amèrement la manière dont cela avait blessé notre famille. Il n'a pas raconté les détails. Il n'a nommément pointé ni ma mère ni Dorothy. Cette pudeur était pour moi une mesure nécessaire de respect. Mais entendre, je le répète, un homme milliardaire dire publiquement « j'ai fait du mal » a été étrange. Le monde confond souvent confession et marketing. Il a fallu que j'observe la sincérité du geste dans notre quotidien, pas dans la couverture des magazines. Il y eut aussi des moments de tension avec le réseau social de Richard. Certaines de ses connaissances, celles qui avaient apprécié le silence mystérieux, ont eu du mal à accepter la nouvelle réalité. D'autres furent compréhensives. Le pouvoir, la fortune, tout cela rend visible certains comportements et invisible d'autres. Elle a rendu aussi difficile la rupture pure. Il est plus compliqué de dire « je préfère partir » quand une personne dispose de ressources qui complexifient tout, y compris la garde, le logement et le style de vie des enfants. Nous avons posé des règles claires. Pas d'instrumentalisation des enfants, pas d'offre financière en échange d'un pardon absolu.
J'ai refusé d'être acheté. L'argent peut faciliter des transitions logistiques, il ne peut effacer la douleur. Les années ont guidé un mouvement. À 10 ans de la révélation, nous avons convenu de célébrer d'une manière singulière, un renouvellement de vœux discret, administratif presque, sans interprète, sans spectacle. Pas une cérémonie à la Dorothy, mais une réunion intime avec quelques proches, les enfants adolescents, Praticia présente comme témoin moral. Nous avons parlé. Nous avons prononcé des mots à voix haute. Quand est venu mon tour, j'ai dit des choses qui n'étaient pas des promesses naïves. Je m'engage à exiger la vérité. Je m'engage à demander le respect. Je choisis cette famille aujourd'hui en toute connaissance de cause. Richard, lui, a dit « Je promets de continuer à écouter même quand c'est difficile. Je promets de ne plus utiliser la peur pour me protéger aux dépens des autres. » Ces vœux n'étaient pas une résolution miraculeuse. Ils étaient un pacte de moyens. Les enfants étaient là, un mélange d'inquiétude, de fierté et d'indifférence adolescente. Claire, alors adolescente, me regarda et dit simplement « C'est mieux quand tu dis ce que tu penses ». Ces mots, simples et directs, furent peut-être plus réparateurs que bien des discours. Aujourd'hui, 25 ans après la note qui est tombée sur le plan de travail, je peux dire que la vie que j'ai choisie est ambivalente et paradoxalement pleine. J'ai des jours où la colère reprend le dessus et d'autres où la gratitude l'emporte. J'ai vu mes enfants grandir, faire des erreurs, construire leurs propres amours. Claire est devenue une jeune femme vive, impeccable dans sa manière de dire qu'elle reconnaît la complexité des humains. James, plus discret, a une façon de rire qui m'éclaire et me rappelle que le présent a aussi sa propre valeur. Richard n'est pas devenu un héros. Il n'en a jamais été un. Il est devenu un homme capable d'assumer ses fautes à voix haute, qui a appris à être un père audible et qui a choisi de continuer un travail de réparation qui ne finira peut-être jamais. Sa fortune, oui, il est milliardaire, a rendu certaines étapes plus visibles et parfois plus douloureuses, mais elle n'a jamais effacé la blessure. Si l'argent a parfois acheté des services, il n'a jamais acheté la confiance. Je veux être honnête, je ne pardonne pas tout. Je garde des parties de ma colère comme on garde des remèdes, pour les nuits difficiles, pour les anniversaires marqués, pour les fois où une phrase oubliée me ramène au soir de la note. La trahison ne se dissout pas en un mot. Le pardon que j'ai offert est conditionnel. Il repose sur des actes répétés, sur une responsabilité assumée et démontrée. Je ne veux pas que l'on pense que la réconciliation a été simple ou qu'elle constitue un modèle universel. C'est ma trajectoire. D'autres auraient choisi de partir, de reconstruire une existence sans le moindre contact. D'autres encore auraient choisi de rester, sans poser de conditions. Les choix sont personnels, et chaque corps de vie mérite son autonomie. Ce que j'ai appris et que j'espère transmettre à ceux qui écoutent, c'est que la vérité a toujours un coût. Parfois, ce coût se paie en rupture, parfois en continuité. La chose la plus importante est la clarté des conditions. Il faut savoir ce que l'on accepte et ce que l'on refuse. Il faut aussi se donner la permission de changer d'avis. J'ai changé d'avis plus d'une fois. J'ai aussi tenu ferme sur des lignes que je ne voulais pas franchir. Dans l'intimité, j'ai conservé une forme d'humour noir qui m'aide à respirer. Parfois, lorsque Richard me raconte une anecdote totalement anodine, je réponds en signe et il me regarde et rit, encore troublé par nos origines silencieuses. Nous partageons des moments banals, cuisiner, promener le chien, regarder un film sans en faire un événement. Ces petites choses répétées ont été autant de gouttes qui ont rempli lentement un récipient. Elles n'ont pas effacé l'abîme, mais elles ont créé un passage. Si vous avez été trahi, je ne vous dirai pas ce qu'il faut faire. Je vous dirai seulement ceci. Cherchez un cadre, parlez à quelqu'un de professionnel, posez des limites claires, protégez votre santé mentale. N'autorisez jamais que la richesse d'une autre personne devienne votre seul horizon de décision. Et si un jour vous choisissez de rester, faites-le avec les yeux grands ouverts. Si cette histoire vous parle, si vous avez vécu une trahison ou une réparation complexe, partagez-la. Parlez de la manière dont vous avez choisi, de vos hésitations et de vos limites. Si vous voulez, abonnez-vous pour d'autres témoignages qui explorent la complexité des vies humaines. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Partagez si vous pensez que cette histoire peut aider quelqu'un à trouver un peu de lumière dans l'obscurité.